Donc, comme a dit Bernard, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à Orange et je dirigeais une entité multimédia au démarrage et progressivement qui s'est occupée de l'ensemble des nouveaux services, à la fois en convergence avec les médias, puisque j'ai travaillé beaucoup sur Orange TV, sur la VOD, à des moments où on considérait que sur Internet, on ne dépasserait pas le timbre-poste pour l'image animée. À cette occasion, j'ai travaillé aussi avec Bernard, puisque, comme il l'évoquait, on a monté un certain nombre de projets de recherche autour du territoire, sur territoire numérique, et ça, c'était dans le milieu des années 90, et où on traitait déjà une grande partie des problématiques que Bernard a évoquées dans sa présentation. Et je vais intervenir sur la notion de travail, donc le travail gratuit, travail du consommateur, travail contributif, les nouvelles créations de valeur. Alors, quand je parle de travail gratuit, je fais référence au rapport Collin et Collin sur la fiscalité qui évoque le travail gratuit. Et évidemment, ce n'est pas une notion simple et elle demande à être un peu creusée. Alors, comme le disait en citant Bertrand Gilles, Bernard, de tous les temps, les systèmes techniques ont impacté en profondeur les structures sociales. Alors, je vais aller très très vite, mais dès le Moyen-Âge et la révolution industrielle du Moyen-Âge, comme en parle Gimpel, on a une transformation très forte de la société avec l'émergence des compagnons, l'émergence des moulins, une certaine mécanisation de la société, les cisterciens qui structurent la société et surtout la presse et l'imprimerie qui vont développer un partage des connaissances et déjà une dynamique métier de partage des connaissances qui va aboutir à une religion, au protestantisme, qui jouera un rôle majeur dans le développement de l'industrie et du capitalisme. Puis la machine à vapeur, comme l'a évoqué Bernard, va transformer à nouveau la société. La machine à vapeur, c'est la fin du XVIIe siècle, c'est la Révolution anglaise et ça va conduire, et il y a une continuité, jusqu'au taylorisme qu'évoquait Bernard, la prolétarisation, c'est-à-dire des travailleurs qui ne sont plus des artisans, qui ne sont plus des compagnons, mais qui sont attachés à une chaîne et à une machine, sans avoir le savoir-faire, le savoir qu'a le compagnon, qu'a l'artisan. Et l'émergence de la radio puis de la télévision avec une diffusion massive des œuvres et une écriture et une lecture différentes à partir du moment où une grande partie de la population est alphabétisée et sait lire et écrire. Puis on a la révolution dans laquelle on est, celle de l'ordinateur, de l'imprimante 3D, qui est à nouveau un train de transformer l'organisation sociale, qui place les écrans partout, qui nous amène à fonctionner avec des prothèses, qui ne sont plus des prothèses physiques, mais qui sont des prothèses intellectuelles, comme régulièrement Bernard en parle aussi, et qui créent une nouvelle communication qui, elle, n'est plus des nouveaux médias qui ne sont plus des médias qui arrosent, mais des médias qui partagent et qui nous transforment chacun en médias, mais en médias souvent prolétarisés. C'est-à-dire c'est cette transformation du web, le début du web,
permet à chacun d'être un média, d'avoir un échange quasiment équivalent, d'avoir un enrichissement et un vrai partage. Et peu à peu, le web, pris en compte par le commerce, par l'économie de marché, favorise l'audience. Et à ce moment-là, on est utilisé, on est instrumenté par le web. Et c'est là où il y a une nouvelle bataille à mener qu'évoquait Bernard et qui conduit aux entretiens de cette année. Donc si on fait tire les conclusions ou l'analyse de ce survol très très rapide de l'impact des technologies sur l'organisation sociale, on s'aperçoit que depuis le XVIIIe siècle, il y a une réduction massive de la paysannerie, c'est-à-dire la mécanisation dans la paysannerie a supprimé des emplois, du travail, et on voit bien que le nombre d'agriculteurs dans les pays tels que la France, mais à travers la planète entière, s'est réduit de manière drastique, que à la deuxième moitié du XXe siècle, on assiste à une réduction massive de l'emploi ouvrier, et c'est pas la peine de développer massivement, qui a été en majorité compensée par des embauches dans les services. Et maintenant, c'est les services qui se déparent de ces emplois et qui n'ont plus besoin d'employer. On va voir pourquoi. Donc, pour preuve, les preuves, enfin les événements sont quotidiens. Par exemple, les banques sont en train de fermer leurs agences parce qu'on n'a plus besoin d'agences, puisque chacun des internautes et des détenteurs de comptes est capable de faire le travail lui-même sur Internet d'un employé de banque. Donc, si on revient au numérique, la disparition progressive de le numérique a conduit à la disparition progressive des technologies propriétaires, de technologies qui étaient dédiées à une filière métier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le numérique a un langage commun qui permet une transversalité. Le même ordinateur que j'utilise actuellement permet de faire des projections, permet et a permis au démarrage de faire de la comptabilité. Et au démarrage, ça a été surtout inventé pour la comptabilité. Il me permet de faire de la comptabilité. C'est ce même ordinateur qui va permettre à un cinéaste de monter son film, ou la caméra qu'a mon camarade en face est elle aussi un ordinateur qui est capable de capter, mais avec mon ordinateur, je peux capter aussi. Donc, il y a un langage absolument commun à l'ensemble des filières technologiques qui est composé de 0 et de 1. Et ça n'a jamais existé depuis l'origine de l'humanité. Pour prendre des technologies récentes, avec une caméra de film, on n'était pas capable de téléphoner. Aujourd'hui, avec cette caméra, je suis capable de téléphoner. L'innovation se situe donc à la rencontre de ces univers métiers qui sont très différents. Et ça, c'est une nouveauté avec laquelle qu'il faut prendre en compte. Ce qu'on prenait en compte et ce sur quoi mes équipes à Orange travaillaient avec beaucoup de difficultés parce que ça transforme en profondeur la culture de l'entreprise. Et les entreprises actuellement ne sont pas faites pour la transversalité. Et l'État non plus, qui est organisé et qui travaille sur des filières industrielles, et l'interaction entre ces filières déstabilise, est en rupture avec toute l'organisation préexistante. Donc, elle est anthropique. Donc, les ruptures, à l'instar de l'ordinateur, l'imprimante 3D, dont on pourrait avoir l'impression qu'elle boucle un petit peu cette organisation numérique, puisque le numérique jusqu'à présent c'était l'immatériel, l'imprimante 3D permet au numérique de rematérialiser l'immatériel
de dématérialiser avec un scanner et de rematérialiser. Et l'imprimante 3D aussi est en rupture, puisque jusqu'à présent, les machines et les machines-outils étaient dédiées à une filière. Les machines à bois n'étaient pas les mêmes que les machines de la métallurgie. Et donc, on a des outils et des machines qui permettent aussi bien de fabriquer une guitare que de fabriquer une jante d'avion, que de fabriquer une prothèse médicale ou que d'inventer un objet artistique. Ce qui fait qu'on assiste progressivement à une disparition des filières industrielles, telles qu'on les entend aujourd'hui. Rien ne dit que ça ne va pas donner naissance à d'autres filières industrielles. Mais pour le moment, on est incapable de les identifier. Et donc, on est dans un contexte où il faut essayer de prendre la globalité et que si on essaye de raisonner filière par filière ou par pseudo-filière qu'on imagine être du futur, on a toutes les chances de se tromper. C'est bien les problèmes que le ministère du numérique essaye d'aborder avec beaucoup de difficultés parce que ça remet en cause des positions de moult filières et de moult personnes. Si on prend les choses par un autre aspect, comment ont fonctionné les entreprises depuis la moitié du XXe siècle? En fait, de nouvelles fonctions de l'entreprise, et ça c'est préalable au numérique, ont progressivement glissé vers le client. Si on regarde le commerce, le bon vieil épicier, ben, peu à peu il a été remplacé par des supermarchés où le client est devenu lui-même son propre vendeur. Et tout ça, on est dans une progression, maintenant on est son propre caissier. Puis peu à peu, les industriels aussi ont inventé le kit. Avant, on se faisait livrer le buffet qu'on acquérait au moment du mariage ou à un moment de sa vie et qui allait durer toute sa vie, et le livreur venait vous installer le buffet qui avait été monté en usine. Aujourd'hui, on va chez Ikea et on est nous-mêmes la chaîne de montage. Et dans ce qui était montré sur l'automobile tout à l'heure par Bernard, ben, il y a des chances qu'on devienne le monteur de sa propre automobile. Puis, je citais la banque. De la même manière, on allait à la banque où il y avait un employé de banque. Et aujourd'hui, on passe par Internet et on est soi-même son employé de banque. Et vous avez des publicités à l'envi sur les chaînes de télévision qui vous expliquent que votre banquier, c'est vous-même. Si on regarde l'industrie, dans les années 2000, on a vu émerger des industriels sans usine. C'est-à-dire que les industriels, tels qu'Alcatel, mais d'abord Apple, se sont cantonnés sur le concept de l'objet qu'ils allaient fabriquer et l'ont fait industrialiser dans des usines qui n'étaient plus leur propriété et déplacés dans des univers et dans des pays à moindre coût du travail. Mais l'important, c'est qu'ils ont réussi à trouver un système qui leur permet de piloter ces usines et de faire en sorte que la valeur reste chez eux à travers la conception de l'objet et la maîtrise de l'engineering de l'objet et plus du tout le savoir-faire de la fabrication de l'objet. Si on regarde maintenant les services, Uber, Airbnb ou autres, on s'aperçoit qu'on a deux utilisateurs de ces plateformes, deux clients de ces plateformes.
d'un côté le travailleur, celui qui va être le chauffeur, celui qui va proposer son appartement, et finalement Airbnb transforme celui qui a un appartement ou une maison à proposer à un voyageur, le transforme en femme de ménage sans droits sociaux. Et de l'autre côté, il y a celui qui va occuper. Donc, on a une chaîne de valeur biface dans laquelle la plateforme aspire la valeur ajoutée à la fois du client final, à la fois de celui qui va effectuer le travail. Et les deux sont d'une certaine manière clients de ces plateformes. C'est une rupture fondamentale par rapport à l'organisation du travail et c'est une rupture fondamentale par rapport au keynésianisme et au fordisme. Et puis, comme je l'ai évoqué déjà 3 ou 4 fois, pourquoi pas demander de fabriquer son objet. Et c'est là qu'on retrouve les Fab Labs qui peuvent prendre de multiples formes, donc à la fois des Fab Labs tout à fait coopératifs qui proposent une autre forme d'organisation sociale, mais des Fab Labs qui sont des entreprises tout à fait commerciales, tout à fait franchisées, et qui là pourraient mettre et proposent une organisation économique qui est très proche de l'agroalimentaire et des usines à cochons, des usines à poulets, où l'agriculteur est totalement dépendant à la fois du producteur de matières premières et des poussins, et de l'autre côté, de cette même entreprise qui va commercialiser ce qu'il va avoir produit, sans possibilité de lutte sociale, puisque s'il y a grève ou s'il y a des accords, l'ensemble de cette population, de ce qu'il fabrique, qui est du vivant, va mourir et il va être lui-même ruiné. Je vais très vite là, mais chacun de ces points mérite un développement beaucoup plus important. Mais c'est ce genre de société qui est en question actuellement, c'est ce genre de société que proposent les libertariens ou que propose Chris Anderson. Maker Faire, dont vous avez tous entendu parler. Donc les entreprises emploient de plus en plus leurs clients. Ça amène la question de comment gérer le décalage de plus en plus fréquent et important entre travail et rémunération pour le citoyen, mais de l'autre côté, pour l'entreprise, entre valeur et monétisation. Qu'est-ce que j'entends par valeur et monétisation ? L'utilisateur, comme on l'a vu, est au cœur de l'entreprise numérique. Et les nouveaux modèles économiques de ces entreprises, des GAFA pour ne pas les citer, c'est-à-dire Google, Facebook, Apple, Amazon et Twitter, mettent l'utilisateur au centre de leur modèle économique et ils contribuent à la valeur de l'entreprise. Et ces écosystèmes sont des écosystèmes qui sont en permanente évolution. Et la grande peur de ces entreprises, c'est ce qu'ils appellent l'effet RIM. RIM, c'était le premier smartphone, le BlackBerry, qui était une entreprise florissante et qui n'a pas compris l'importance de la démocratisation du smartphone et des écosystèmes qu'il fallait construire autour, et qui a été ruiné par l'iPhone et par Android. Et donc, on s'aperçoit que ces écosystèmes sont en permanente expansion et qu'il y a 1 ou 2 points de monétisation dans ces écosystèmes
et qu'en dehors de ces 2 ou 3 points de monétisation, ce qui est important pour cet écosystème, c'est de créer de la valeur commune pour l'utilisateur et l'entreprise. Mais cette valeur n'est pas monétisée. Et ça, les entreprises traditionnelles ne sont pas adaptées à la compréhension de ces modèles. Quand je travaillais à Orange, dans l'écosystème d'une entreprise telle que Orange, chaque fois qu'il y a un service qui est mis en place, il doit être monétisé et il doit avoir son business plan. Chaque fois que vous faites une release de votre smartphone, vous avez de nouveaux services que vous découvrez peu à peu et auxquels on ne vous demande pas de les monétiser, on ne vous demande pas de paiement. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, vous rachetiez un iPhone, parce que la monétisation que veut avoir l'ensemble du système repose sur la vente de cet objet et passe du tout sur l'ensemble des services qu'il vous offre. C'est un modèle, mais le modèle d'Android et de Google n'est pas du tout le même. La monétisation de Google repose, elle, sur la publicité ou sur du colportage et sur les liens sponsorisés, sur la vente de mots. Et du coup, et puis sur les datas que vous laissez chez eux et l'analyse de ces datas. Du coup, Android, qui est leur système d'exploitation, va être donné à tous les fabricants de matériel et à la limite Google, la situation la plus favorable serait que ces appareils vous soient donnés et soient donnés à l'ensemble des citoyens. Donc, on a deux modèles économiques qui reposent tous les deux sur les mêmes principes d'écosystème, mais qui sont foncièrement différents et qui reposent et qui ne peuvent être compris que sur des chaînes de valeur multifaces, qui sont d'une extrême complexité. On y reviendra, je pense, dans un autre séminaire. Donc, comment recréer de la négantropie dans ce monde numérique qui déstabilise complètement l'ancien monde? C'est bien la question que posait Bernard. J'arrive à cette même question en ayant pris un cheminement et un chemin un peu différent, moins philosophique et plus terre à terre. Et donc, il me semble, et il nous semble à Ars Industrialiste, que la première chose, c'est de réfléchir à créer un nouveau contrat social qui permette un nouveau partage de la richesse. Et c'est dans ce nouveau contrat social qu'intervient l'économie de la contribution et donc une place au travail qui est totalement différente de celle du taylorisme et du keynésianisme, et autour de laquelle pourrait s'organiser, ou ce nouveau contrat social pourrait s'organiser dans une transition, parce qu'il est absolument impossible de l'écrire ou de le définir parfaitement aujourd'hui, autour du modèle des intermittents du spectacle, qui est un modèle qui respecte les compétences métiers et le savoir-faire. Parmi les intermittents du spectacle, c'est un secteur où il n'y a pas eu de prolétarisation. C'est-à-dire qu'on embauche un intermittent du spectacle, qu'il soit acteur, musicien ou technicien, parce qu'il a un savoir-faire et parce que ce savoir-faire, il peut le mettre en valeur du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de formation à partir du moment où il intègre une entreprise, comme c'est le cas pour des CDD ou des CDI. C'est-à-dire que la formation, l'adaptation au process de production est faite pendant les périodes de non-emploi. Et on le constate,
Et il est totalement naturel puisque les intermittents du spectacle est la population qui utilise le plus la formation permanente. Et c'est un besoin inné, c'est-à-dire que la compétence étant tellement indispensable qu'il devient évident pour l'intermittent du spectacle de la faire et de la faire naturellement. Et donc c'est autour de ce modèle qu'il nous semble important de construire le nouveau modèle et la nouvelle organisation du travail, et donc d'un travail contributif autour de projets, puisque dans le spectacle, c'est une industrie de projets. Et donc chacun, un film, une pièce de théâtre, une œuvre qui va être, un événement qui va être créé, est un projet qui a un début et qui a une fin, et donc pour laquelle on va constituer une équipe qui va contribuer à ce projet. Et donc c'est vraiment autour de ça qu'on est en train de réfléchir le revenu contributif. Merci Olivier. Merci Olivier. On passe à Christophe, la question. Et puis